d'ici les 19h30 pour les personnes qui nous rejoignent. La principale information de la soirée, c'est Volodymyr Zelensky, on le disait, qui a été accueilli à Paris il y a plus d'une heure et demie maintenant, et qui doit signer donc un accord de sécurité bilatéral avec Emmanuel Macron. Ce sera suivi d'une conférence de presse, vous le voyez, le pupitre est prêt, 180 journalistes sont dans la salle et attendent de pouvoir poser des questions à Emmanuel Macron et au président ukrainien. Cela devrait durer un moment. 180 journalistes, Guillaume Lagan, c'est important, c'est véritablement un moment important qui en tout cas attire beaucoup de monde, du monde entier. Oui, 180 journalistes, c'est bien. Après, ça serait peut-être mieux que ce soit 180 canons qu'on donne à l'Ukraine, parce que c'est pas avec des journalistes qu'on va repousser les troupes russes. Là, je reviens juste un instant par rapport à ce qu'a dit Hugues là, sur l'accord de sécurité. Dans l'accord de sécurité, il y aura probablement la mention des coalitions. Vous savez que plusieurs pays ont formé au profit de l'Ukraine. La France, elle est membre de la coalition défense aérienne et surtout de la coalition artillerie, parce qu'on parlait des canons. On s'est engagé d'ores et déjà à livrer 6 canons César à l'Ukraine en 2024, 70 autres si on trouve les financements pour le faire d'ici 2025. Donc c'est quand même un effort qui est important pour la France. Je rappelle que la France, elle, dans ses forces armées, elle n'a pas plus de 70 canons. Donc on va donner davantage de canons à l'Ukraine qu'on en possède, nous, nation... membres du Conseil de sécurité, grande puissance économique dans nos forces armées. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Les spécialistes vous disent que non. Souvent, on entend ça, que c'est pas suffisant. Qu'aujourd'hui, ça a été, enfin, il y a des notes là qui circulent. On voit qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, pour compenser la force russe, ils auraient besoin de 1500 canons. 1500 canons, parce qu'en plus les canons s'usent, donc il y en a beaucoup qui sont hors service assez rapidement parce que c'est une guerre de haute intensité. Donc vous voyez, on est sur des chiffres, nous, à plusieurs dizaines, ce qui est important, mais l'effort, il doit être encore plus important si on veut arriver à contrebalancer l'effort russe. Effectivement. Est-ce que ça veut dire, Hugues, que la France, on est à la traîne par rapport à d'autres pays européens ? Comment on se situe d'ailleurs à ce niveau-là ? Oui, c'est vrai que la France est régulièrement accusée d'être un peu à la traîne, de ne pas être à la hauteur, en tout cas, de son influence et de son importance économique. Alors, on peut toujours mégoter sur les chiffres parce que ça dépend. Est-ce qu'on considère qu'un véhicule un véhicule blindé qui a 30 ans d'âge, est-ce qu'on prend en compte le prix du neuf ou le prix avec l'usure. Oui. Bon, voilà, il y a plein de calculs différents qui peuvent être faits, mais globalement, effectivement, oui, la France est un peu en retrait. Elle est en 9e position, avec normalement, donc si on est à peu près d'accord sur les chiffres, avec 1,7 milliard d'euros de dépenses en faveur de l'Ukraine. Comparativement, la Grande-Bretagne, c'est 9 milliards, l'Allemagne, c'est environ 8 milliards. Voilà, donc effectivement, ça donne un petit peu l'impression d'être à la traîne. Les militaires, eux, s'en défendent et disent oui, mais nous, on préfère la qualité à la quantité. Et c'est vrai que les armes qui sont fournies aux Ukrainiens sont de très bonne qualité. On parlait à l'instant donc des canons César, mais il y a aussi ces fameux missiles Scalp, qui sont les équivalents des Storm Shadow britanniques et qui sont très efficaces, même s'ils sont un petit peu bridés pour justement éviter de pénétrer, le cas échéant, en territoire russe. Enfin, de toute façon, je crois que les Ukrainiens demandent l'autorisation avant de lancer du matériel occidental dans cette direction. Puis il y a d'autres matériels, effectivement, qui ont été livrés, qui sont d'excellentes factures, mais voilà, il faudrait peut-être faire un petit peu plus, certainement même. C'est ça peut-être aussi l'objet de cet accord bilatéral de sécurité qui va être signé donc d'ici d'une minute à l'autre. Effectivement. Oui, Guillaume. Non, mais il y a globalement, je pense, une réflexion qui est en cours aujourd'hui, mais et qui est ancienne, mais qui est vraiment de plus en plus actuelle sur nos capacités militaires européennes. Parce que le débat dont on parlait sur les sujets français, on peut aussi le revoir en Allemagne. En Allemagne, il y a à la fois des réticences à livrer des matériels que les Allemands possèdent, comme par exemple les missiles Taurus, qui sont un peu les équivalents des Storm Shadow et des Scalp. Mais alors, on n'ose pas trop parce que ça pourrait provoquer la Russie, ça pourrait avoir des côtés escalatoires. Donc, on est toujours un peu dans cette hésitation. Et puis après, il y a aussi la question tout simplement du fait qu'on n'a pas grand-chose à donner aux Ukrainiens par rapport aux Américains. Et là, je fais le lien avec le grand sujet du lien transatlantique, avec les déclarations de Trump. Bon, alors, c'est pas très agréable à entendre, ce que nous dit Donald Trump, mais d'une certaine manière, il nous renvoie aussi au choix qu'on a fait depuis plusieurs décennies et qu'on continue de faire malgré la guerre qui est à nos portes, c'est-à-dire d'un outil militaire qui n'est pas à la hauteur de nos besoins de sécurité. Vous parliez des Américains, justement, l'aide américaine, elle a cessé depuis la fin décembre. Les Ukrainiens disent, on sent déjà l'impact, c'est considérable. Les États-Unis pèsent à ce point
dans ce conflit, c'est là qu'on le voit en fait. Hein. Globalement, l'Union européenne, les Européens, ils n'ont pas à rougir sur le plan financier. Ils ont beaucoup aidé, et ils continuent d'aider l'Ukraine avec les 50 milliards qui ont été décidés là, en prêt et en subvention. Mais enfin, quand on regarde les livraisons d'armes, c'est plutôt 70% côté américain et 30% les autres. Et donc, effectivement, le fait que les Américains aient cessé d'aider l'Ukraine, ça nous met aussi, nous, Européens, devant nos insuffisances, devant nos contradictions. Alors, il y a un effort pour produire, par exemple, des munitions. On s'est engagé à leur livrer 1 million de munitions de 155. Il en faudrait 2. Donc là aussi, vous voyez, il y a des questions sur les financements qu'on pourrait y affecter, la volonté aussi qu'on a de le faire. Ces questions se posent et elles ne sont pas encore vraiment résolues parce qu'il y a quand même une partie des opinions européennes, en particulier à l'ouest du continent, qui continuent de se dire que finalement... vous savez, il y a presque un siècle, on se demandait mourir pour Danzig, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, mourir pour Donetsk, est-ce que c'est vraiment là qu'il faut mettre notre argent? Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ailleurs? C'est quand même une tentation qui existe beaucoup à l'ouest du continent. Effectivement, et ça va être l'enjeu de cette visite, de ce soir. La conférence de presse devrait démarrer d'ici quelques minutes maintenant, parce que je le rappelle, Volodymyr Zelensky est donc à l'Élysée, en train de parler actuellement avec Emmanuel Macron, en train de le convaincre concrètement, Hugues, de dire on a besoin de l'Europe plus que jamais, d'autant qu'on le disait, l'aide américaine s'est arrêtée fin décembre. L'Europe doit se replacer au centre de ce conflit. De toute façon, l'Europe aujourd'hui, elle s'aperçoit qu'elle va peut-être à l'avenir être seule face à la menace russe. Donc c'est une donnée qui doit être prise en compte. On ne peut pas exclure effectivement que Donald Trump devienne le prochain président des États-Unis. Alors Trump, on le sait, il est totalement imprévisible. Donc il peut faire le contraire de ce qu'il dit un jour et il peut surprendre. D'ailleurs, alors, évidemment, on n'est pas forcé de le croire, mais Vladimir Poutine dit qu'il préférait avoir un Joe Biden en face de lui parce que lui, au moins, il est prévisible, alors que Trump est imprévisible. Enfin, bon, voilà, on est déjà, pas obligé de le croire, et puis 2, effectivement, l'imprévisibilité, ça va dans les deux sens, et ça peut aller vers le pire aussi. Et j'ai pas le sentiment que Donald Trump se soit beaucoup amélioré avec les ans. Je le sens de plus en plus irritant, de plus en plus incontrôlable. Ça, c'est quand même assez inquiétant, et c'est vrai que ces déclarations par rapport à l'OTAN, même si effectivement, comme vous le disiez, l'Europe a mis du temps et a encore beaucoup de difficultés à se concevoir en termes de défense en dehors, ou en tout cas moins sous le parapluie américain. Bon voilà, il y a du chemin à faire, et puis de toute façon, on ne pourra... l'Europe ne pourra jamais être à la hauteur des États-Unis, globalement. Je suis... Un bémol. Parce que mais les dépenses militaires américaines sont considérables. Oui, mais si vous voulez, ça pour moi, c'est pas une réponse. C'est vraiment un choix de société. Vous avez tout à fait raison. Les Américains, ils consacrent 4 à 5% de leur PIB à leur défense. C'est la raison pour laquelle, comme ils ont un gros PIB, ils sont à la tête, si vous voulez, des nations en termes de dépenses militaires. Mais après, le choix qu'on a fait en Europe, surtout depuis les années 90, parce qu'avant, on avait quand même des outils militaires, parce qu'il y avait la guerre froide, donc chaque pays entretenait de grosses armées pour résister à l'attaque éventuelle du pacte de Varsovie. Depuis une trentaine d'années, on a quand même fait le choix de ce qu'on appelle les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'on a beaucoup réduit nos dépenses militaires, au profit d'ailleurs d'un modèle social qui est très confortable, et que le monde entier nous envie et nous reconnaît. Mais là, si vous voulez, on est aussi mis un peu devant nos contradictions. L'Europe, à 27, c'est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Donc en réalité, si on consacrait des dépenses, enfin, vous voyez, si on décidait collectivement de consacrer des sommes importantes à la défense, on aurait en réalité les moyens d'égaler, au moins sur le plan conventionnel, ce que les Américains font. Donc c'est un choix. Il y a une forme de choix un peu, je dirais, presque adolescent de la part des Européens. D'ailleurs, les réactions vis-à-vis de Trump, elles sont d'autant plus vives, si vous voulez, qu'elles sont, je trouve, un peu émotionnelles. C'est-à-dire... mais c'est un petit peu comme si on disait, mais on a toujours habité chez vous, et Trump nous dit, mais vous avez 25 ans, vous pouvez maintenant partir, vous avez votre autonomie. Il le dit de manière assez désagréable, il le dit de manière assez brutale, mais c'est quand même un discours que les Américains nous ont toujours tenu. Alors aujourd'hui, en Europe, il y a un peu la tentation de se dire, c'est pas grave, on l'a déjà vu une fois, donc on peut peut-être le traiter, c'est-à-dire que demain, on lui dira qu'on va beaucoup acheter de matériels américains, on va essayer de donner des concessions sur tel sujet, et puis rien ne va changer. C'est pas entièrement sûr, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est pas entièrement sûr que ça soit que Trump 2, s'il revient au pouvoir, ça soit Trump 1. Il est quand même beaucoup plus radicalisé, et surtout, il y a une grosse différence, c'est que
la dernière fois, le parti républicain qui était au Congrès était encore un parti relativement modéré. Là, cette fois, les élus trumpistes sont majoritaires. Et donc, un président Trump qui n'aurait plus le contre-pouvoir du Congrès et qui pourrait donc faire à peu près ce qu'il veut en politique étrangère, ça, c'est quand même un gros danger pour l'Union européenne. C'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il y a énormément d'enjeux à venir et on se demande quel va être l'impact sur la guerre en Ukraine. On le disait, il va y avoir d'abord l'élection présidentielle en Russie dans un mois, Hugues, et puis en novembre, ce sera donc l'élection présidentielle aux États-Unis. Dans quelle mesure ces changements vont pouvoir impacter cette guerre en Ukraine ? C'est difficile de savoir pour Donald Trump, hein, c'est ce que j'expliquais à l'instant, hein, dans quelle direction ira-t-il, on l'ignore. On peut citer effectivement cette phrase de Donald Trump, la guerre en Ukraine, moi je vais la finir en 24 heures. Bon, on se demande bien comment. C'est sûr que c'est une hypothèse qui ne doit pas beaucoup plaire à Volodymyr Zelensky parce que l'imprévisibilité, c'est quand même très dommageable en période de guerre. Joe Biden, il a pas la majorité au Congrès. Bon, voilà, il va peut-être réussir quand même à faire passer ces 60 milliards de dollars d'aide, voilà, en contournant, on va dire, le chef de la Chambre des représentants, donc qui est un Trumpiste avéré. Voilà, il y a différentes techniques, différentes méthodes. On va pas embêter les téléspectateurs avec ça, mais voilà, il y a des moyens de faire passer ces 60 milliards, mais ça va prendre du temps. Et c'est vrai que cette élection, eh bien, on y est déjà d'ailleurs. On est déjà dans cette logique électorale, et l'Ukraine en est la première victime. Et ça va arriver très vite, effectivement. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que Volodymyr Zelensky est actuellement en train de discuter, de parler, de signer un accord bilatéral avec Emmanuel Macron. Ça se passe en ce moment à l'Élysée. Vous voyez le pupitre de la conférence de presse qui est prêt, conférence de presse qui devrait démarrer d'ici quelques minutes maintenant. 180 journalistes qui sont présents. Elle devrait durer à peu près 45 minutes, nous a-t-on dit. Voilà, énormément de monde sur place. On va peut-être reprendre ce qu'on s'est dit au début, s'il y a des personnes qui nous rejoignent sur cet accord de sécurité bilatéral. Concrètement, qu'est-ce que c'est, Guillaume? Qu'est-ce que cela peut contenir? De quoi il s'agit-il? Un accord bilatéral de sécurité, c'est un accord dans lequel vous avez des garanties qui sont données par un État à un autre État qui lui dit je m'engage à garantir votre sécurité. Alors ça peut être comme je disais tout à l'heure, une clause de sécurité, c'est-à-dire si vous êtes attaqué, je viendrai à vos côtés. La France, elle a d'ailleurs des accords de défense avec un certain nombre d'États qui sont des accords engageants, avec des accords par exemple avec les États du Moyen-Orient, dans lequel, et puis les accords de l'Union européenne, bien sûr, l'accord avec l'Allemagne, on a un accord avec l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle qu'on a signé il y a 2 ans, et puis on a même un accord, évidemment, que tout le monde connaît, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, l'article 5. Donc tout ça, ça peut être contenu dans un accord de sécurité. Puis après, il y a un aspect, je dirais, de moyens. Probablement, c'est plutôt vers ce type d'accord de sécurité qu'on se dirige. C'est-à-dire, je m'engage à vous fournir des renseignements, des formations, des matériels pour vous aider à vous défendre. Et c'est probablement ce qu'on va trouver dans cet accord de sécurité. Maintenant, vous savez, les accords de sécurité, ce sont des traités. Et dans l'histoire des relations internationales, vous avez un mot célèbre du chancelier allemand Bethmann Hollweg. En 1914, son chef d'état-major lui propose un plan d'invasion de la Belgique pour aller en France. Hein, c'est le début de la guerre de 14. Et il lui dit, il y a juste un petit problème, c'est que la Belgique, elle a sa neutralité qui est garantie par des accords de sécurité. Donc, normalement, plusieurs États ont garanti la neutralité de la Belgique, donc on ne peut pas le faire. Et là, Bethmann Hollweg a dit, cet accord de sécurité, c'est un chiffon de papier. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, sur le champ de bataille, ce qui compte, c'est plutôt le nombre de canons, le nombre de chars. Les traités, les accords de sécurité, ça reste quand même des engagements un peu juridiques et moraux, mais pas nécessairement très déterminants dans les relations internationales. Et puis ce que vous disiez aussi tout à l'heure qui est intéressant, c'est ce qu'il devrait ne pas y avoir dans cet accord, c'est le fameux article 5 de l'OTAN qui dit, en grosso modo, s'il y a intervention, cela équivaut à dire il y a intervention chez nous aussi, et donc on intervient à vos côtés, c'est ça, hein? C'est ça. Alors même si pour les spécialistes, ça peut intéresser vos spectateurs, l'article 5 est plus ambigu que cela. On imagine. L'article 5, on imagine. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que lorsque l'OTAN a été créée en 1949, c'était la première fois de leur histoire que les États-Unis s'engageaient dans un traité de sécurité. Et donc à l'époque, il y avait
comme aujourd'hui, un grand courant qu'on appelle isolationniste aux États-Unis qui disait non, pas question qu'on s'engage dans une guerre sur le sol européen, ça ne nous concerne pas. Donc on a rédigé l'article 5 de manière à ce qu'il est indiqué, lorsqu'une crise éclate, lorsqu'un État est attaqué, chaque État prendra les décisions qu'il veut à ce sujet. Vous voyez, c'est un peu ambigu, parce que les décisions qu'il veut, ce n'est pas nécessairement un engagement militaire. Mais enfin, depuis 1949, on a toujours fait mine de croire qu'en cas d'attaque sur le sol européen, ça voudrait dire que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, viendraient aux côtés de la nation attaquée. Effectivement. Est-ce que Hugues, est-ce que sur cet article 5, c'est quelque chose qu'aimerait l'Ukraine, en tout cas, que l'Europe puisse intervenir dans ce conflit ? Guillaume l'évoquait, effectivement, ça serait peut-être la solution pour venir en aide à l'Ukraine, mais imaginez demain donc des soldats français, allemands ou autres polonais sur le territoire ukrainien directement dans les combats, ça semble difficile à imaginer. Difficilement envisageable. Effectivement. Pour revenir sur cet accord de sécurité bilatérale, je précise qu'il y en a un qui a été signé cet après-midi à Berlin avec le chancelier allemand. On ne s'avance pas trop, Hugues, si on dit que ça va être un accord similaire qui va être signé à Paris, là, qui est en train d'être signé en ce moment. On n'a pas tous les détails, effectivement, puisque la primeur, évidemment, de l'annonce reviendra au président Macron. Mais globalement, donc, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que c'est un accord qui va être engagé sur 10 ans, qu'effectivement, donc, c'est d'abord du militaire, de l'aide, de la formation, de l'aide économique aussi, parce il faut un jour relever l'Ukraine, même dès maintenant, la relever économiquement, lui fournir du soutien, un soutien aussi civil, humanitaire, un soutien aussi au niveau de la justice, puisqu'il y a eu un certain nombre de policiers, d'inspecteurs qui se sont rendus en Ukraine pour documenter les crimes de guerre. Donc tout cela, eh bien, ça existe, ça peut être inclus dans cet accord sur la bilatérale de sécurité. Mais voilà, ce qui est important quand même de retenir aussi, c'est que c'est vrai qu'on se bat pas avec un traité. Le soldat ukrainien va pas brandir un traité et ça va pas lui sauver la vie. Mais il n'empêche que ça a une portée symbolique importante et les Russes, ils sont attachés à ces types d'accords. La symbolique est forte, Guillaume. Oui, la symbolique est forte. Mais je revenais juste sur la réflexion qu'on avait tout à l'heure sur l'article 5 ou pas. Je pense que quand même, dans les états-majors occidentaux, et en particulier dans les nations d'Europe de l'Est comme la Pologne, il y a quand même une interrogation sur un engagement au sol. Parce qu'effectivement, bon, là, il est clair que l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, donc on n'est pas obligé de l'aider aujourd'hui. Il n'y a aucune exigence de juridique. Maintenant, la question que se posent quand même tous ces États, c'est qu'est-ce qui se passera demain si l'Ukraine est occupée ? La question est sur la table, en tout cas. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qui se passera ? C'est-à-dire, est-ce que la Russie ira plus loin ? Franchement, il y a toutes les raisons de penser que si la Russie gagne en Ukraine, elle se sentira tellement forte qu'elle pourra un petit peu titiller les Occidentaux. Et son but ultime, c'est quand même de détruire le système euro-atlantique et l'OTAN. Comment détruire une alliance ? En montrant qu'elle ne marche pas. Et donc, on peut quand même imaginer que, de manière hybride ou un petit peu directe, elle s'en prenne aux parties les plus faibles de l'OTAN, notamment les États baltes, qui sont de tout petits États, dans lesquels les capacités militaires sont faibles, et où il y a en plus, au moins en Estonie et en Lettonie, des minorités russes qui pourraient être actionnées de la même manière que la minorité russophone a été actionnée en Ukraine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à l'est de l'Europe, et que si l'Ukraine devait reculer à nouveau, si le front ukrainien devait à nouveau céder, il y a probablement quand même une réflexion qu'il y aura dans ces pays sur une intervention directe au sol. Ça nous paraît aujourd'hui difficile à imaginer, mais encore une fois, dans le monde des relations internationales, dans le monde de la réelle politique, on n'est pas sur les traités, on est sur la réalité. Et si les Russes, en fait, ne voient pas que les Occidentaux sont réellement prêts à payer un prix important, y compris un prix en termes de sang, peut-être que, si vous voulez, ils n'auront pas le côté dissuasion, ils ne seront pas dissuadés d'aller plus loin. Et je pense que ça, c'est une réflexion, alors qui nous paraît évidemment très, très, très dangereuse, mais à la fin des fins, voilà, les relations internationales, c'est aussi ce type de conflit. Et ce sera peut-être d'ailleurs l'une des questions qui sera évoquée lors de cette conférence de presse qui a pris un
petit peu de retard maintenant, vous le voyez, le pupitre qui est prêt, conférence de presse qui devrait pas tarder à démarrer, 180 journalistes qui sont accrédités et qui attendent de voir arriver Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron suite à la signature de cet accord. Et on imagine aussi que lors de cette conférence de presse, les journalistes les interrogeront sur la mort d'Alexeï Navalny, qui est décédé aujourd'hui dans sa prison à l'âge de 47 ans. C'est ce qu'ont déclaré les autorités pénitentiaires. Puis vous le voyez sur ces images, ça se passe à Londres, c'est l'ambassade de Russie. Voilà, plusieurs Londoniens qui sont venus montrer leur soutien suite au décès d'Alexeï Navalny, je le disais, en prison en Russie. On l'a appris aujourd'hui, plusieurs dépôts de fleurs. Là, sur ces images que l'on voit actuellement, c'est en Russie. La Russie, d'ailleurs, où le Kremlin interdit les mobilisations. Et pourtant, les Russes viennent quand même montrer leur soutien à Alexeï Navalny. C'était l'opposant numéro 1 au Kremlin. On imagine évidemment, Hugues, que c'est une question qui va être posée lors de la conférence de presse. On veut entendre les deux chefs d'État réagir à la mort d'Alexeï Navalny. Ce n'est pas rien. C'est l'information de la journée. Il y aura très certainement une ou deux questions qui seront posées par les journalistes présents lors de cette conférence de presse à ce propos. On l'a dit tout à l'heure, le président Macron s'est exprimé, a réagi à propos de la mort d'Alexeï Navalny, mais il a réagi donc sur X, l'ex-Twitter. Donc effectivement, je pense qu'une partie de l'opinion attend une déclaration publique de sa part. Volodymyr Zelensky, lui, s'est déjà exprimé en disant que c'était effectivement de la responsabilité de Vladimir Poutine. J'ai plus sa phrase exactement en tête, mais de toute façon, voilà, c'est ça l'esprit. La déclaration d'Emmanuel Macron aussi sur X était très ferme, à l'instar de la plupart des pays occidentaux, ce qui est tout à fait naturel, car c'est un opposant, c'est l'opposant numéro 1 qui disparaît brutalement sans qu'on connaisse les circonstances de son décès, si elles sont naturelles ou si elles ont été provoquées. Mais de toute façon, déjà, ce qu'il avait dû endurer et supporter déjà lorsqu'il avait été acharnement. Voilà, lorsqu'il avait été empoisonné, et puis ensuite, donc, lorsqu'il avait été condamné à plusieurs reprises, et donc finalement à 19 ans d'emprisonnement, qui plus est dans une colonie pénitentiaire qui se situe donc au-delà du pôle arctique, qui est extrêmement au-delà du cercle polaire, et qui est réputée pour être l'une des prisons les plus dures. Donc oui, voilà, c'est effectivement une disparition qui choque à la hauteur de ce que vivent les opposants russes aujourd'hui dans ce pays. Qui choque et qui interroge aussi, Guillaume. Oui, qui interroge parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a quand même deux interprétations possibles à cette mort. L'une que je privilégierais, qui serait qu'effectivement Vladimir Poutine ne se sent plus aucune limite à son pouvoir, et donc il considère qu'il peut même éliminer quelqu'un qui était, on le voit dans les déclarations, très largement soutenu par les Occidentaux. Mais on peut aussi, de manière un peu plus optimiste, parce qu'on a quand même un discours assez dur là ce soir, on peut aussi considérer que c'est une forme quand même de fragilité du pouvoir russe. D'abord parce qu'il y a quand même quelques manifestants qui osent témoigner de leur tristesse vis-à-vis de Navalny. Et puis parce qu'aussi, il faut quand même regarder tout à l'heure, on parlait du front terrestre et du fait que la Russie avait de plus en plus de succès à Advitka et sur d'autres parties. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres théâtres, je pense par exemple à la mer Noire, elle a quand même subi des revers importants. Elle a perdu quasiment chaque mois des bâtiments importants de sa flotte. Et ça témoigne peut-être quand même pour la Russie d'une forme de fébrilité. C'est-à-dire que, bien sûr, elle progresse en Ukraine, mais peut-être pas suffisamment vite par rapport à ce qu'elle voudrait. Alors, on disait tout à l'heure, Donald Trump en novembre, elle attend l'élection présidentielle américaine en espérant que Trump aura peut-être des positions différentes. Mais enfin, c'est quand même loin, novembre. On est encore à plusieurs mois de cela. Et donc, voilà, on peut aussi interpréter finalement cette mort brutale, presque qualifier ça d'assassinat politique, comme une forme de fragilité du pouvoir russe qui a peur de ce que la population pourrait lui reprocher. Mais ça veut dire quoi? Qu'Alexeï Navalny était encore gênant pour Vladimir Poutine, même en prison? Paradoxalement, c'est vrai que le fait qu'il soit revenu, d'ailleurs c'était un peu son calcul, le fait qu'il soit revenu en Russie et qu'il ait accepté
d'être quand même déporté au sens où il a quand même été dans des régimes, enfin des régions, si vous voulez, qui sont celles du goulag. C'était peut-être aussi vis-à-vis de la population. Bon, c'est quelqu'un qui a toujours une position. Enfin, il était populaire dans une grande partie de l'opinion, de l'opposition, mais en même temps, finalement, pas si connu que ça en Russie. Donc le fait de revenir et de souffrir, c'était aussi pour lui une manière de crédibiliser son image d'opposant à Poutine dans la population. Populariser son combat Donc aussi. oui, d'une certaine manière, peut-être que d'ailleurs le régime russe avait des informations, vous savez, parce que j'imagine qu'ils font des sondages un peu dans la population, peut-être qu'ils avaient des remontées d'informations disant finalement Navalny, discrètement, parce qu'en Russie on ne peut pas vraiment dire ouvertement ce qu'on pense, mais peut-être qu'ils avaient des informations selon lesquelles Navalny gagnait en popularité et devenait une alternative un peu crédible. Je finis là-dessus en disant que ça marque quand même un durcissement étonnant de la part du régime russe, parce que si vous repensez aux années 70, la fin de l'URSS, il y avait des dissidents. Les dissidents, ils étaient souvent dans des asiles psychiatriques, dans des prisons, mais on ne les tuait pas. Là, il y a quand même une forme de brutalité de ce pouvoir qui, encore une fois, peut révéler sa toute-puissance, mais aussi peut-être une forme de fragilité. Et ce, à un mois de l'élection présidentielle en Russie, on le disait, Hugues, un mois pile poil, hein, ça va commencer. Sans opposants ou presque, en tout cas. C'est ça. Des figures de second rang qui sont là, enfin qui sont des marionnettes, hein, on va pas se mentir, qui sont juste là pour que ce soit un simulacre de démocratie, mais on le sait depuis longtemps que ça marche pas comme ça. Et puis pour rebondir sur ce que disait Guillaume, ce régime poutinien, il se caractérise de toute façon par le sang versé, que ce soit le sang des opposants, hein, qui ont été éliminés de différentes façons les uns après les autres au fil des ans, ou alors que ce soit par l'agression de pays. Hein. C'est quand même Vladimir Poutine, c'est 5 guerres. 5 guerres, oui. C'est la Tchétchénie, c'est la Géorgie, c'est l'aide apportée à Bachar al-Assad en Syrie, aide qui lui a permis de rester au pouvoir. C'est ensuite l'Ukraine en 2014 et c'est l'Ukraine aujourd'hui. Donc voilà, c'est un homme qui n'a vécu et qui a assis son pouvoir sur les guerres et sur le sang. Il ne faut jamais l'oublier. Avec peut-être, dans le dernier cas, une ambition un peu trop grande, hein, parce que en nouveau, quand on regarde quand même ce qui s'est passé depuis 2 ans, je rappelle que personne ne pensait dans les jours qui ont suivi l'agression russe que l'Ukraine aurait résisté comme elle a résisté. Et finalement, la Russie, deuxième puissance militaire mondiale, membre du Conseil de sécurité, qui a obtenu effectivement des succès militaires en Syrie et sur d'autres théâtres, pour l'instant, elle n'arrive pas, malgré une mobilisation partielle, malgré l'économie de guerre qu'elle a mis en place, elle n'arrive pas à emporter de manière décisive. Hein, on l'a dit, il y a des succès tactiques, il y a une dynamique qui est en faveur des Russes aujourd'hui. Mais enfin, si on regarde les choses un peu, je dirais, de Sirius, le plus grand pays du monde, pour l'instant, n'arrive pas à avaler une petite nation de 30 millions d'habitants. Donc ça engendre peut-être aussi une frustration du pouvoir russe et une agressivité vis-à-vis des opposants les plus virulents, comme l'était Navalny. On peut le relier directement avec la situation sur le front en Ukraine, comme le disait Guillaume, Hugues. C'est une frustration de voir que l'Ukraine tient tête à la Russie. De toute façon, la leçon a été très très dure à encaisser pour le régime russe, hein, quand ils ont dû se retirer des abords de Kiev, qu'ils ont perdu des centaines et des centaines de chars, que les pertes sont colossales et que, mine de rien, effectivement, s'ils sont à l'offensive, ils sont encore très très loin de faire de réelles avancées, parce que c'est au prix, qui plus est, de dizaines de milliers d'hommes. On n'a pas les chiffres, mais enfin, ceux qui circulent sont absolument ahurissants, quoi. On est à 300 000 pertes, peut-être, morts et blessés qui vont peut-être pouvoir retourner au front ou qui sont totalement inopérants aujourd'hui. Et pour continuer à tenir tête, évidemment, à la Russie, Volodymyr Zelensky est en train de signer un accord de sécurité bilatéral en ce moment avec Emmanuel Macron. Conférence de presse d'ici quelques minutes maintenant.